Bonsoir à toutes et à tous. Je crois qu'on pourrait continuer à attendre longtemps parce que je vois encore des personnes qui arrivent et qui viennent petit à petit coloniser le tour de la salle. On est tous extrêmement heureux, je crois, ce soir pour la séance inaugurale de ce séminaire qui est co-organisé par l'Institut national d'histoire de l'art et l'INP, de voir une assistance si fournie de professionnels sur un sujet aussi important. Cette question des spoliations, qui est une question d'histoire politique, d'histoire culturelle, d'histoire de l'art, bien évidemment, une question également de mémoire, de devoir de mémoire, une question qui engage la nation, qui engage l'État. Il était bon, je crois, que dans un lieu tel que la Galerie Colbert, on va prendre l'expression géographique qui nous réunit, il était bon qu'elle soit abordée et nous sommes particulièrement heureux à l'INP qu'elle soit abordée sous la forme d'un partenariat entre nos deux institutions, l'Institut national d'histoire de l'art qui nous fait le plaisir et l'honneur d'accueillir dans sa salle Vasari la première séance de ce séminaire et l'Institut national du patrimoine qui, à partir de la prochaine séance, accueillera à l'étage dessus, en quelque sorte, les futures rencontres de ce cycle. Ce projet est né d'une rencontre très simple et très amicale avec France Nerlich, la directrice des études de l'Institut national d'histoire de l'art, autour de projets que nous pourrions avoir en commun entre nos deux institutions, et notamment de thématiques de séminaires de recherche. Il se trouve que la question des spoliations fait déjà l'objet d'un traitement particulier au sein de la formation initiale des conservateurs du patrimoine. Ça a été le souhait de Philippe Barba que de développer les compétences professionnelles des futurs conservateurs sur ce sujet, avec la mise en place, en partenariat avec le service des musées de France depuis plusieurs années maintenant, d'un séminaire qui alterne approche historique, étude de cas pratiques et restitution devant un collège d'experts. Il se trouve aussi que cette question des spoliations fera l'objet, à partir de cette année, dans le cadre de notre offre de formation continue, de séminaires appropriés que nous élaborons en partenariat avec Ariane Jam-Sarrazin et David Zivi. Et je dirais que tout naturellement, cette question qu'on envisage d'un point de vue éthique, bien entendu, mais aussi d'un point de vue professionnel et d'un point de vue technique, il faille l'aborder ici d'un point de vue prospectif, d'un point de vue réflexif, du point de vue de la recherche historique également. Et ça a été un grand plaisir pour Émilie Môme, qui est notre responsable de la programmation scientifique, et moi-même, que de travailler en partenariat très étroit avec Inès Rothermund-Redar, qui est l'intervenante de ce soir, mais qui a aussi conçu l'économie et le propos général de ce séminaire. Et je ne peux mieux faire, je crois, que de vous passer la parole pour présenter quels seront un petit peu les grands moments de ce cycle qui va nous réunir, INHA, INP, au cours de ce semestre. Avant d'avoir le plaisir de vous écouter, madame, sur un sujet que vous connaissez éminemment bien, puisqu'on va se repencher vers la collection Gurlitt et vers des thèmes que vous avez travaillés vous-même en tant qu'experte, mon seul regret sera de ne pas pouvoir assister à votre conférence, mais je sais qu'une captation et un enregistrement seront faits et que donc il sera disponible pour l'avenir, pour celles et ceux qui, peut-être épuisés d'être debout, renonceraient, mais je crois qu'il y aura peu de renoncement quand même. Merci. Donc, merci beaucoup Christian Autain. Donc, moi je suis Juliette Ray, je suis la directrice adjointe des études et de la recherche à l'INHA. Donc on est très heureux de ce partenariat avec l'INP. Donc ce soir on ouvre un cycle de 5 séances. Il y aura un rendez-vous par mois jusqu'en juin, donc les jeudis de 17h à 18h30. Et c'est un séminaire, donc vous voyez, très ouvert. Alors on est très content de ce succès, mais on va essayer de faire mieux pour vous accueillir plus correctement la prochaine fois. On ne s'attendait pas à tant de monde, mais c'est formidable. Donc c'est un séminaire qui est mené dans le cadre du programme de recherche dont Inès Rothermund-Redar est chef de projet. C'est un programme de recherche donc mené à l'INHA sur les acteurs du marché de l'art en France sous l'occupation. Donc on est en train de travailler un répertoire des acteurs du marché de l'art en France sous l'occupation, à qui on a donné le petit nom de RAMA. Ce séminaire, Patrimoine spolié pendant la période du nazisme, de 1933 à 1945,
va nous permettre de parler très précisément de la recherche de provenance. La recherche de provenance, ça consiste tout simplement à retracer finement l'historique d'une œuvre. Dans le cas des spoliations, pendant la période nazie, c'est extrêmement important puisque ça permet d'identifier les différents propriétaires successifs d'un objet et la manière dont cette œuvre a changé de main. Donc toute la nuance, quand on travaille sur la question des spoliations, c'est de savoir si cette œuvre a été volée, vendue sous la contrainte, vendue volontairement, quel est le contexte qui a fait que cette œuvre a changé de main. Et c'est extrêmement important parce que ça nous permet de savoir si c'est une œuvre qu'il faut restituer à son légitime propriétaire, si elle a été volée, vendue sous la contrainte, ou aujourd'hui de plus en plus, s'il faut la restituer à ses ayants droit, puisque les légitimes propriétaires, malheureusement aujourd'hui, ne sont plus vraiment parmi nous. La recherche de provenance, c'est un champ qui s'est beaucoup développé dans d'autres pays, en particulier en Allemagne et aux États-Unis, mais qui reste encore peu pratiqué en France et que nous espérons voir s'enrichir en France. Donc on encourage vivement les futurs conservateurs à se familiariser avec la recherche de provenance pour qu'ils puissent pratiquer ces méthodes dans leur futur poste. Et donc, ce séminaire va nous permettre un partage d'expériences sur des cas de recherche très concrets menés par des chercheurs en France et à l'étranger. Alors ce soir, on est heureux d'accueillir pour la première séance Inès Rotermund-Reinhardt, donc qui est chef de ce projet RAMA. Elle est historienne de l'art, elle a une thèse de doctorat en co-tutelle entre l'EHESS Paris et la Freie Universität Berlin, une thèse qui portait sur l'œuvre et la vie du critique d'art juif allemand Paul Westheim, pendant son exil en France et au Mexique entre 1933 et 1963. Donc vous voyez que la période nazie est au cœur de ses préoccupations. Elle s'est spécialisée sur cette période et notamment sur les activités culturelles des exilés qui ont fui l'Allemagne nazie. Inès Rotermund, oui. Merci. Il y a tout le monde là. Ceux qui sont debout peuvent sortir parce que ça ne va pas continuer. Je vais appeler pour vous dire qu'il y a tout le monde. On peut s'asseoir là, non? Quel succès. Beaucoup de succès. Je pense qu'on a un problème de sécurité, en fait. Ouais. C'est un problème de sécurité, il y a tout le monde. Tous ceux qui sont presque debout peuvent... Mais s'ils sont au bord, là, s'ils sont au bord du mur. Je sais que c'est là, c'est pas mieux de faire. T'avais demandé pour l'auditorium. C'est une question de sécurité, ma chère. Ça ferait sur le truc sur le bord. C'est bon à faire. S'il vous plaît, c'est pas méchant, mais c'est ceux qui sont arrêtés, il faut qu'ils... On ne peut pas avancer un peu les chaises? S'il vous plaît. Oui. Des jours à la formation à l'IMP, en fait, ce séminaire est obligatoire. Oui. Et on était en cours avant. Dans la validation de et autre chose, est-ce que vous croyez qu'il serait imaginable essayer d'avancer un peu les choses là et Oui. bénéficier de choses J'adore ma jeunesse. Des solutions comme ça, bon, je devrais le trouver le deuxième. Je crois qu'Inès avait posé la question, c'était pas possible. On est un peu débordé par notre succès. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a trop de monde. On va où? Non, on a des chaises pour remettre des chaises derrière. C'est vite de vous trouver une place parce que c'est possible de voir les côtés. Il n'y a pas de chaise. J'ai essayé de jouer plein de fois dans la riche. Oui. Et jamais j'ai fait Ah, d'accord. et je vais faire une formation à riche. D'accord. Là, il y a une place en plus. Oui, d'accord. Je vous écris parce que là, j'ai pas de carte de visite. Je vous écris parce que j'ai pas de carte de visite, mais je vous envoie mes coordonnées par mail. Ce n'est pas les journalistes, j'espère. Non, pas les journalistes. Je suis là, quoi. Je travaille sur le catalogue Göring, là, tu l'as dit. Oui, mais je sais. Il n'y a pas une salle plus grande? En fait, on avait demandé pour l'auditorium. J'ai peur de ça. Mais Inès avait demandé pour l'auditorium, mais c'était pas possible. C'est un peu tard, tu veux que je peux appeler Parce que Elsa, si elle est libre, après tout... On va te faire des Oui, mais le temps qu'on y aille, on va faire Ouais, mais on va perdre déjà du temps à les forcer à sortir.
ça fait bien. Ouais. Donc on laisse plus personne. C'est bon, c'est bien. Hein? C'est ok pour lui? Ouais. C'est mon copain, j'essaie de négocier. Bravo. On continue, hein? On continue. Je demande pas de Sinon, Bon alors, pardon, on va reprendre, pardon pour ces conditions un peu chaotiques et promis, on va essayer de faire mieux pour la prochaine séance du mois de février. Donc j'étais en train de vous présenter Inès Rotermund-Reynard, donc qui a enseigné plus de 7 ans à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à l'université Lille 3 ainsi qu'à l'université de Cologne. Elle est actuellement professeure invitée en histoire de l'art à l'université de Genève et donc elle travaille à l'INHA comme chef de projet. Inès a notamment travaillé aux archives spéciales de Moscou. Elle a organisé un colloque international à l'Institut historique de Moscou en partenariat avec le Centre allemand d'histoire de l'art à Paris sur les questions des spoliations, la recherche de provenance, la recherche fondamentale en histoire de l'art sur la période 1933-1945. Et les résultats de ce colloque ont été publiés en anglais en 2015, Echoes of Exile, Moscow Archives and the Arts in Paris. En 2017, donc j'en arrive à un autre propos. En 2017, Inès Rotermund a fait partie de l'équipe Provenance Recherche Gurlitt, donc le fameux groupe de recherche Gurlitt, dirigé par Andrea Barroselt-Brandt au Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, donc qui coordonne les recherches de provenance en Allemagne, à Berlin. Et elle a fait partie donc, de ce groupe qui a enquêté sur la provenance des œuvres d'art de la collection Gurlitt. Elle a travaillé sur une quarantaine d'œuvres d'origine française. Elle a coopéré avec l'équipe française, les restaurateurs du Kunstmuseum de Bonn, et elle a notamment identifié un tableau spolié par les nazis et leurs collaborateurs français pendant l'occupation. Et donc c'est en particulier cette histoire qu'Inès va nous raconter, puisque voilà, c'est peut-être je laisse le suspense, mais c'est une histoire qui se termine bien. Donc on va écouter ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Juliette. Alors là, j'ai eu encore des consignes de la sécurité qu'il va falloir couper, mais en même temps, il est parti. Donc, écoutez, je vais commencer ma présentation. J'espère que... Déjà, merci beaucoup d'être venus si nombreux, parce que c'est très étonnant. Et vu que c'est le début d'un nouveau cycle, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Donc, je suis vraiment ravie de vous voir ici. Et on va essayer de s'organiser pour les prochaines séances, de trouver une autre salle. Bon, il n'est pas là, donc voilà, je tente ma chance. Si on tape sur Google les mots en français « l'affaire Gurlitt », on tombe sur 300 000 résultats. Si on tape le cas Gurlitt, 30 300 résultats. Et si on cherche en allemand sous le même terme, der Fall Gurlitt, on a le choix entre 176 000 réponses. Ce n'est pas mon intention aujourd'hui d'y ajouter une énième version de l'histoire de la découverte d'environ 1500 œuvres d'art chez Cornelius Gurlitt à Munich en 2012. Je vais me contenter de rappeler quelques données clés afin de redessiner le contexte historique pour l'étude de cas en recherche de provenance que je souhaite vous présenter en détail par la suite. En 2012, lors d'un banal contrôle douanier dans un train entre la Suisse et l'Allemagne, Cornelius Gurlitt, déjà âgé de 80 ans, se fait contrôler avec 9 000 € en espèces sur lui. Les douaniers soupçonnent alors une fraude fiscale. Le procureur général de Bavière procède à une perquisition de son domicile munichois et les enquêteurs y trouvent environ 1500 œuvres d'art, en partie cachées derrière des vieilles boîtes de conserve. Des tableaux, beaucoup de dessins et gravures de grands maîtres de l'art moderne et du XIXe siècle, notamment des peintres français. Tout cela se passe sans que le public soit au courant, car le procureur général avance dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale. C'est seulement en novembre 2013 que l'affaire éclate au grand jour, suite à la publication d'un article dans le magazine allemand Focus. La fameuse collection est soupçonnée de contenir de nombreuses toiles issues des spoliations par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oups. Voilà. Car
Cornelius Gurlitt a hérité ces tableaux de son père Hildebrand Gurlitt, qui fut un des marchands d'art phares du régime nazi pendant la guerre. Le personnage de Hildebrand Gurlitt est complexe. Avant l'ascension des nazis au pouvoir, l'historien de l'art dirige le musée de la petite ville allemande Zwickau. Très avant-gardiste, il y expose l'art contemporain et moderne, notamment de l'expressionnisme allemand. Il confie à l'Institut Bauhaus l'agencement et la décoration du musée, et son institution connaît alors un large succès, notamment sur le plan national. Mais une campagne de presse s'en prend aux acquisitions d'art moderne de Gurlitt et il est licencié en 1930. Son travail moderniste, en tant que directeur de la Société artistique de Hambourg, sera par la suite bloqué par les nazis qui dénoncent, je cite, son courant artistique international et bolchevique. Ayant une grande-mère juive, Gurlitt doit renoncer à un travail dans les musées et les institutions publiques allemandes. Il s'installe en tant que marchand d'art. Suite à la grande exposition d'art dite dégénérée, organisée par les nazis en 1937 à Munich, manifestation ayant pour but de diffamer et stigmatiser l'art moderne, les musées allemands sont vidés de leurs œuvres contemporaines par le régime national-socialiste. En 1938, Hildebrand Gurlitt devient un des 4 marchands ayant obtenu l'autorisation de la vente de ses œuvres, en majorité expressionnistes, afin que le régime nazi obtienne des devises. Une grande partie de la collection, trouvée chez son fils Cornelius, est issue de ses ventes, ses achats et ses échanges. Au début de la guerre, il signe définitivement le pacte avec le diable quand il devient acheteur officiel des autorités allemandes nazies pour le musée de Linz, le plus gros musée qu'Hitler souhaitait réaliser dans la ville de son enfance en Autriche. Pendant l'occupation, Gurlitt fut omniprésent sur le marché de l'art parisien. Entre 1940 et 1945, ce commerce de l'art est extrêmement florissant, mobilisant de nombreux acteurs, tant allemands que français. Cette euphorie est notamment le reflet d'un afflux de marchandises issues de confiscations et de spoliations des personnes juives. Donc, le soupçon général que des œuvres spoliées se retrouvent parmi la collection du fils de Hildebrand Gurlitt. Sous pression médiatique, à l'échelle internationale et par volonté d'élucider la provenance des œuvres, le gouvernement met en place une task force en 2013. Un premier groupe de recherche qui développe une méthodologie de travail qui dépouille les documents trouvés au domicile de Cornelius et plus tard ceux qu'on trouvera en 2014 et 2015 dans sa maison à Salzbourg en Autriche. Un travail difficile, car une grande partie des documents sont encore bloqués par la loi qui protège la propriété privée. Il ne s'agit pas des archives classées, mais d'un fonds privé dans son désordre. Correspondance, journal, livres de stock, photos sont successivement classés, numérisés et mis à la disposition de la task force. Ce groupe est interdisciplinaire et international. Juristes, historiens, historiens de l'art, archivistes, chercheurs de provenance, représentants des victimes de la Shoah et conservateurs de musées en font partie. Ils sont allemands, français, israéliens, américains, polonais et autrichiens. Environ 30 chercheurs externes sont engagés temporairement afin d'enquêter sur des œuvres spécifiques. Le travail aurait dû durer 1 an. Au final, la task force, qui change de direction début 2016 et devient le groupe Recherche de provenance Gurlitt sous la direction d'Andrea Baeselbrand, travaillera pendant 4 ans jusqu'à la fin de 2017 et le reconditionnement des résultats est toujours en cours. Le Deutsche Zentrum Kulturgutverluste, le Centre allemand au patrimoine perdu, héberge le groupe Recherche de provenance Gurlitt au sein de son institution publique. L'objectif du DZK est le financement et la recherche de provenance, notamment au sein des musées allemands dans des différents Länder. Son budget annuel s'élève à environ 7 millions d'euros.
Les images de tableaux trouvées chez Gurlitt et les premiers résultats de la recherche, sous le format d'un Object Record Excerpt, sont successivement publiés sur le site du DZK lostart.de. On y trouve aujourd'hui des notices d'environ 700 œuvres. Comment expliquer la différence entre les 1500 œuvres trouvées chez Gurlitt et ce chiffre? Sur lostat.de sont publiées uniquement les œuvres potentiellement soupçonnées d'être des œuvres spoliées. Il faut garder en mémoire qu'une grande partie de la collection trouvée à Munich consistait de tableaux issus de confiscations nazies de leur propre musée allemand. Pour ces œuvres-là, une restitution n'est pas prévue. Il s'agit en majorité des œuvres expressionnistes qui seront par la suite exposées au musée des Beaux-Arts de Berne. En fait, après la mort de Cornelius en mai 2014, le public découvre son testament, désignant ce musée de la capitale suisse comme unique héritier de sa collection. Après des mois de réflexion, le Kunstmuseum Bern accepte cet héritage sous réserve d'accueillir au sein de sa maison seulement des œuvres d'une provenance clarifiée sans entrave. D'autres œuvres de chez Hildebrand Gurlitt sont issues de la collection familiale. Son grand-père était peintre paysagiste, sa sœur était peintre, son père historien de l'art, son oncle et son cousin étaient marchands d'art. Pour cette partie de la collection, une provenance trouble était ou est exclue. Et enfin, nombreuses lithographies, gravures et d'autres multiples furent comptées parmi les 1500 œuvres. Or, il est quasiment impossible de retrouver le propriétaire d'origine d'une œuvre multiple. Le nombre de tableaux et d'objets d'art sur lesquels se sont penchés les chercheurs était alors autour de 700. En novembre 2017, le public découvre pour la première fois des tableaux originaux. 2 expositions parallèles au Musée des Beaux-Arts de Berne et au Kunstmuseum de Bonn présentent près d'un tiers de la collection Gurlitt. À Bonn sont exposés des dessins, tableaux et gravures de Cézanne, Monet, Munch et Delacroix, d'anciens maîtres comme Rubens, Dürer, Cranach et Bruegel, ou encore le divan japonais de Toulouse-Lautrec, une baigneuse de Degas et une sculpture de Rodin, La femme accroupie. Dans l'ancienne capitale allemande, l'approche historique est privilégiée, comme en témoigne le titre Bestandsaufnahme, état de lieu Gurlitt. Néanmoins, les observateurs avérés déplorent un manque d'informations sur l'état de recherche et de restitution. Sous l'angle de l'art dit, c'est un langage nazi que je mets toujours entre guillemets, dit dégénéré, le Kunstmuseum de Berne présente uniquement les œuvres sur lesquelles ne pèse aucun soupçon. On y découvre les tableaux expressionnistes des peintres Otto Müller, Kirchner, Max Pechstein et Emil Nolde. Berne a par la suite organisé sa propre présentation de la partie problématique de la collection au printemps 2018. Enfin, une 4e exposition Gurlitt est montrée à l'automne 2018 au Martin Gropius Bau à Berlin, réunissant les 2 aspects des 2 premières expositions. Alors, maintenant, je vais vous parler un peu de ma recherche, et puisque c'est quand même un séminaire, notamment pour les étudiants de l'INP, vous allez voir, on parlera aussi un petit peu de méthodologie, notamment les sources, les différentes sources qu'on peut consulter afin d'avancer dans une enquête par rapport à la provenance d'une œuvre. Je rejoins le groupe recherche de provenance Gurlitt au printemps 2017. On me donne alors une liste d'une 40aine d'œuvres sur lesquelles je m'apprête à enquêter. Il s'agit principalement des œuvres dont on soupçonne une provenance française, des dessins de Degas, Delacroix, de Berthe Morisot et de Rodin, des tableaux de Renoir, Boucher, Dupré, et surtout ce tableau, un portrait de femme assise de Thomas Couture, probablement peint vers 1850. La grande priorité fut alors la recherche sur l'origine de ce tableau, car l'avocat des ayants droit du politicien français Georges Mandel
avait fait une demande de restitution auprès du DZK. Je ne commençais pas à zéro. D'autres collègues du groupe avaient préparé le terrain. Ils avaient déjà essayé de rassembler nombreuses informations sur ce tableau. Je souhaite maintenant parcourir les différentes étapes de cette recherche de provenance, de vous présenter les sources d'archives qu'il fallait consulter afin de s'approcher au mieux de l'histoire complexe de ce tableau entre 1940 et aujourd'hui. Et comme vous l'avez constaté, le titre de mon intervention s'appelle « Vue de l'intérieur d'un atelier de recherche de provenance ». En fait, en reprenant le dossier, je me suis aperçu que je devais plutôt parler du parcours du chercheur de provenance, car il fallait se déplacer en suivant une direction plus ou moins déterminée, aller dans des impasses, faire demi-tour, emprunter un itinéraire complexe à travers les sources afin de décrypter les traces qui persistent. Alors, je vous montre un premier document que vous pouvez d'ailleurs trouver sur le site lossat.de, puisque c'est là-bas où sont rassemblées donc, les informations par rapport aux œuvres qui ont été expertisées, sur lesquelles on a enquêté. Donc ça, c'est une sorte de... Le groupe l'appelait l'Object Record Excerpt. Donc il y avait en fait beaucoup de documents, évidemment, à l'interne du groupe de recherche que nous sommes échangés. Et donc, dans ce format-là, un maximum d'informations ont été rassemblées. Donc, évidemment, pour commencer une recherche, la première étape, ça paraît évident, mais je le dis quand même, c'est le catalogue raisonné d'un peintre, s'il est disponible. C'est toute la littérature concernant l'artiste. Parce que ce qui était un peu le côté facile de cette enquête, entre guillemets, en même temps difficile mais facile, c'est qu'on avait une famille, on avait une demande de restitution de la part d'ayants droit. Mais pour la plupart des tableaux qu'on a trouvés chez Gurlitt et qu'on trouve parfois dans d'autres collections ou sur lesquels on souhaite enquêter, ben on n'a rien, on n'a même pas une trace d'une famille potentielle qui aurait pu avoir cette œuvre. Donc, première étape, classique pour un historien de l'art, catalogue raisonné, littérature concernant l'artiste. Ensuite, vous voyez à votre droite, alors je ne sais pas, est-ce que j'ai un petit truc rouge là pour montrer? Non? Bon, on va se débrouiller sans. Est-ce que vous voyez sur la page droite, vous avez donc aussi tout en bas les différents sites Internet, les bases de données concernant les objets spoliés pendant la période du nazisme. Donc, les différentes, vous avez par exemple, que vous connaissez déjà certainement, la base Rose-Valland, qui informe donc sur la provenance des différentes œuvres MNR qui se trouvent dans les musées français, etc. Et ensuite, bien évidemment, les informations classiques, mesure du tableau, les inscriptions sur le cadre et au dos, etc. Alors, justement, généralement, vous avez vu aussi dans le programme, un chercheur de provenance, il regarde le tableau, mais il regarde surtout le dos du tableau. Pourquoi? Parce que c'est là où on trouve plein d'inscriptions, on trouve des étiquettes éventuellement, des expositions. Donc c'est une sorte de journal intime, si vous voulez, du tableau, si on a de la chance. Mais ça peut être aussi trompeur. Alors ici, vous voyez le dos du tableau femme assise de couture. Vous voyez, en haut est accroché une petite zettel, un petit morceau de papier, en fait, sur lequel est inscrit quelque chose comme Schild für Ziembild, donc qui veut dire une sorte d'étiquette pour un tableau Ziem. À gauche, je vous ai agrandi une inscription qu'on trouve tout en haut, à droite, sur le cadre interne. Vous voyez les lettres DRG, donc très probablement docteur Gurlitt. Ça, c'était un peu la lecture qu'on a eue, puisque, comme vous le savez peut-être, dans le contexte, dans la culture germanophone, si vous êtes docteur en histoire de l'art, en philosophie, ben, on met toujours le titre académique. Donc, docteur Hildebrand Gurlitt avait sa thèse, donc il était dans son milieu professionnel, docteur Gurlitt. Ensuite, vous voyez des marques rouges. Alors là, les restaurateurs, ceux qui ont examiné le tableau,
On pensait qu'il s'agit éventuellement d'une patte sur laquelle était fixé un autre dos de tableau, qu'on a enlevé en fait. Et surtout, vous voyez en bas à gauche l'image avec une petite étiquette mentionnant un nom qui est plein de poussière. Donc, si on zoome sur cette étiquette, on peut déchiffrer difficilement Baronne de Kojal. Donc, c'était une première trace, si vous voulez, qu'il fallait poursuivre. Alors, je vous ai déjà indiqué, moi, je n'ai pas commencé ce travail, donc quand j'ai rejoint le groupe, je me suis appuyée déjà sur les recherches effectuées par d'autres, notamment une équipe française. Bon, je vois Thierry Bajou est là, je ne sais pas si Alain Prévet aussi est venu, donc c'était des spécialistes conservateurs du service Musée de France. Et donc, ils avaient déjà enquêté en suivant cette piste, Baron de Kojal. Et en fait, je vous cite, donc, attendez, voilà, le texte qui a été donc communiqué à l'intérieur du groupe de recherche. Donc, vous avez eu en contact, enfin, je pense que c'était Thierry qui a eu en contact avec le conservateur du musée de Compiègne, M. Grandjean, qui a plus ou moins confirmé qu'il s'agissait effectivement d'un portrait, un joli portrait du début de la carrière de Couture. Ensuite, je cite ou le rapport de l'équipe française. Il n'existe pas de trace du tableau dans sa documentation. En revanche, à propos de l'étiquette Baron Kojal au revers du cadre, il nous a redirigés vers le musée Fabre au sujet de la collection Kojal. D'après lui, le baron de Kojal appartiendrait à une famille de notables de Montpellier. Marc-Antoine de Kojal avait épousé Elisabeth Fabre, fille de baron Fabre, peintre dans le musée de Montpellier, porte le nom, ils eurent 2 fils, etc., etc., le baron Marc-Antoine, etc. Donc, très rapidement, on a laissé tomber cette piste. Pourquoi ? Pourquoi on a laissé tomber cette piste ? Parce que, bon, déjà, ça n'a pas donné grand-chose dans une première approche. Et ensuite, si vous regardez vraiment bien le dos du tableau, alors il faut que je vous dise quand même que moi, dans un premier temps, je ne l'avais pas vu en vrai. Moi, j'étais à Paris et donc je travaillais avec des documents, des photos qu'on m'a envoyées. Mais vous savez aussi que parfois, une photo qui agrandit un détail est beaucoup plus parlante qu'une analyse sur place. Et bien évidemment, j'avais les constats d'état, donc des conservateurs, des restaurateurs qui avaient examiné le tableau. Alors, donc, vous regardez bien les clous du cadre et la position des clous, et tous ces éléments-là, donc ils étaient quand même très bizarrement positionnés, et donc on a conclu qu'il ne s'agissait pas du tout du cadre d'origine du tableau. D'ailleurs, cette hypothèse a été confirmée par le constat d'état du tableau, donc je pense que je l'ai là. Hein, vous avez ici le constat du tableau, donc ça c'était évidemment quand tous ces tableaux ont été trouvés, la première chose c'est que les conservateurs, les restaurateurs ont examiné de près ces œuvres. Et vous voyez en bas à gauche l'inscription en allemand Rahmen Zweitverwendung. Donc il est évident pour les spécialistes qu'il ne s'agit pas du cadre d'origine. Donc on a abandonné cette piste. Et l'autre piste proposée par l'équipe française en 2015 fut déjà celle de Georges Mandel. Je cite le résumé de l'époque. La présence dans le RBS c'est le répertoire des biens spoliés, donc c'est un répertoire qui existe en 4 langues, qui a été constitué juste après la guerre par les Alliés, qui enquêtaient donc sur les œuvres spoliées. Donc c'était quasiment un peu, si vous voulez, la Bible après-guerre pour retrouver des œuvres qui ont été déclarées perdues ou emportées. Donc, la présence dans le RBS de seulement 2 demandes concernant un portrait de femme de Thomas Couture nous a amené à nous intéresser de près à la requête de Georges Mandel. Dans son dossier déposé à la CRA, donc c'est la commission récupération artistique, c'est la commission qui s'est chargée en France de la récupération des œuvres spoliées, c'est mademoiselle Bretty, l'exécutrice testamentaire et tutrice légale de sa fille Claude, qui correspond avec les institutions. Elle ne connaît pas la date à laquelle l'appartement du 67 avenue Victor Hugo a été pillé. Une note de l'OBIP du 2 août de 1949 concernant les tableaux enlevés chez M. Georges Mandel propose une piste au procès de l'ex-ambassadeur du Reich, Otto Abetz, qui vient de se dérouler à Paris. Il a été révélé que 14 toiles provenant
de chez M. Georges Mandel avaient été, durant l'occupation, livrés à l'ambassade de l'Allemagne. Tous les objets de valeur qui se trouvaient à cette ambassade ayant été transportés en Allemagne lors de la débâcle allemande, il y a tout lieu de supposer que les tableaux de M. Mandel ont y été emmenés. Madame Bretty pense à juste titre qu'en s'adressant à Maître Fleuriot, avocat de Otto Abetz, il serait sans doute possible d'obtenir certaines précisions sur la destination donnée à ces œuvres d'art. Une lettre de René Fleuriot du 22 août 1949, adressée à M. Henriot, président de la commission de récupération artistique, répond à cette demande. J'ai interrogé M. Abetz, qui n'a pu me fournir aucun renseignement susceptible de vous intéresser quant à la destination des tableaux. De plus, dans les documents de travail contenus dans le dossier CRA, il y a mention à faire interrompue par Mademoiselle Valland au mois de juin 1954. L'affaire semble être restée en suspens. Fin de citation. Nous avons donc... alors, je vous montre aussi, juste pour que vous le voyez. Donc, ça, c'est la page du document que j'ai mentionné, le RBS, donc le répertoire des biens spoliés. Vous voyez effectivement en bas, oui, c'est encadré en jaune, portrait de femme, succession Georges Mandel, c'est un peu difficile de parler dans un micro et en même temps regarder, et procédure close, là c'est marqué la date en août 61. Donc voilà, donc pour résumer, nous avons donc des éléments suivants. L'exécutrice de Georges Mandel, Béatrice Bretty, avec laquelle il habitait au numéro 67 avenue Victor Hugo avant la guerre, était en contact avec la commission de récupération artistique à partir de 1945. Nous avons en plus la piste de l'ambassade d'Allemagne qui est évoquée, et donc le lieu où aurait été stocké un grand nombre de tableaux, et nous avons un travail d'enquête de Rose Valland. Donc je pense que c'est plus la peine de présenter Rose Valland, mais peut-être pour les étudiants, donc c'est la grande dame française, si vous voulez, la seule qui travaillait au jeu de paume, donc dans l'endroit où les nazis, à partir de l'automne 40, ont stocké en fait les œuvres spoliées, et c'est grâce à ces notes qu'elle prenait en cachette qu'une grande partie, la grande majorité des œuvres spoliées sur le sol français ont pu être reçuées après la guerre. Donc Rose Valland, elle reste active jusqu'en dans les années 60 et elle enquête sur l'origine des œuvres. Alors, ces premiers éléments et la demande de restitution de la part de l'avocat représentant les ayants droit de Georges Mandel ont alors guidé ma recherche. La principale question appartenait le portrait de femme assise de Thomas Couture au ministre français Georges Mandel, qui fut assassiné par la milice en 1944. Non, ça vient après. Donc, évidemment, les avocats avaient aussi fourni des documents avec lesquels j'ai pu travailler. Donc, il y avait une liste d'inventaire de l'appartement de Georges Mandel, certainement une liste que Béatrice Bretty a rassemblée, a écrit par mémoire, certainement, pour se rappeler des différentes pièces de l'appartement. Donc, vous avez tout l'inventaire est structuré par pièce de l'appartement et contient aussi des œuvres d'art, mais surtout du mobilier, même les rideaux, enfin tout ce qu'elle pensait, enfin donc elle se rappelait ce qui était dans l'appartement de Georges Mandel. Ensuite, un courrier de réclamation du 7 décembre 1947 de Béatrice Bretty au nom de la succession Georges Mandel. Et en plus, une fiche de réclamation d'un tableau T. Couture, portrait de femme, effectué le 7 décembre 1945 au nom de la succession Mandel. Alors, ces documents étaient très importants, mais ils ne permettaient pas du tout même d'identifier l'œuvre exacte de Couture. Il n'y avait pas d'informations concernant la taille de l'œuvre, il n'y avait pas la description précise de la personne représentée, ni de la matérialité, il n'y avait pas de photo du tableau. C'est pas une critique, hein, c'est normal que, évidemment, tout ça s'était perdu. Et donc, évidemment, déjà, juste après la guerre, les gens, ils ont travaillé avec les documents, la mémoire qu'ils avaient. Et donc, tout ça, ça nous revient. Et c'est parfois très difficile, effectivement, d'identifier l'œuvre exacte quand on a un titre si général comme Portrait de femme.
Et ça va, sachant que Couture était quand même un peintre de société et des portraits de femmes, il y en avait peut-être des centaines qu'il avait effectués. Donc, ensuite, première étape, j'ai suivi la trace de l'ambassade d'Allemagne à Paris. Donc, là, je vous parle des sources qui se trouvent aux archives politiques du ministère allemand des Affaires étrangères à Berlin. J'ai pu consulter donc, des divers fonds d'archives concernant la confiscation des biens juifs par le EAR. Donc ça, c'est ce fameux Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg qui est toujours cité quand on parle de spoliation, parce qu'en fait, c'est l'organisme qui vraiment prend, si vous voulez dire, enfin à partir de fin été 40, l'automne, qui s'occupe professionnellement d'une manière oui, très, très large partout dans les territoires occupés des confiscations et des objets de patrimoine, les bibliothèques, les archives pendant la période de la guerre. Alors donc là-bas, vous avez donc beaucoup d'éléments qui parlent de ces différentes étapes de confiscation. Vous avez un inventaire de l'ambassade d'Allemagne et des biens culturels mis en sécurité. Alors là, je fais attention. Évidemment, ça, c'est la terminologie nazie, une fois de plus, qu'il faut faire très attention. C'était leur terminologie de dire on met en sécurité les biens des Juifs, ce qui est évidemment complètement absurde. Après, des documents concernant... Alors, les documents que j'ai trouvés dans un premier temps parlaient principalement des grandes collections des marchands d'art juifs. Donc, il y avait de Jacques Arnold et André Seligmann, Bernheim Jeune, Davalcourt, Paul Rosenberg, Émile et Fernand Adfen. Donc, dans un premier temps, pas de trace d'une confiscation chez Mondel. Alors, une nouvelle consultation sur place à Berlin par une collègue, Nathalie Neumann, a permis de trouver ce document. Un télégramme signé Eberhard Freiherr von Künzberg en date du 27 août de 1940, attestant que la fouille de l'appartement du juif Mondel avait commencé. Ce Sonderkommando Künzberg était chargé de la confiscation des archives, des bibliothèques et des collections d'art dans les territoires occupés. Une première preuve d'un début de spoliation des affaires de Georges Mondel en août 1940. Mais nous ignorons toujours quels objets furent emportés. Alors, par contre, on a bien appris, donc là vous avez directement les liens, non seulement ce groupe a agi sous l'ordre plus ou moins de l'ambassade aussi d'Allemagne, et surtout l'ambassade de l'Allemagne qui se trouvait à l'époque rue de Lille, qui est toujours à rue de Lille d'ailleurs, à Paris, a donc regrouper les objets, les tableaux des premières spoliations. Là, c'était un détail du rapport Künzberg concernant la spoliation. Donc, pour ceux qui lisent l'allemand, vous voyez bien cette phrase qui indique clairement qu'il s'agit de l'appartement de Mondel. Qui était Georges Mondel ? Deuxième étape de l'enquête, je me rends à Pierrefitte, aux Archives nationales. Dans la section des archives privées des Archives nationales, on trouve les papiers Mondel. Je cite la notice biographique du répertoire numérique compilé par Pascal Damien et qui est disponible en ligne. Alors ici, je souhaite vraiment souligner l'importance du travail des conservateurs archivistes avec lesquels nous travaillons, parce que ça serait impossible sans leur travail en fait, de trouver quoi que ce soit. Et c'est vraiment formidable quand on lance une enquête et on essaye de trouver les documents qu'il faut, de regarder bien sur les sites des différentes archives. Et souvent, comme ici dans le cas des Archives nationales, ça a été formidablement préparé. Et j'ai été donc guidée, j'étais quasiment, enfin, c'est pas physiquement, on m'a pas donné la main, mais du coup, la recherche fut beaucoup plus facile. Donc, je cite la petite bio que M. Damien a écrit. Après avoir pris le nom de sa mère, pour vous présenter Georges Mondel, après avoir pris le nom de sa mère, Louis Rothschild, dit Georges Mondel, il fait son entrée dans le journalisme et dans la vie publique. Membre des cabinets de Sarrault à l'intérieur, puis de
puis de Clemenceau à la présidence du Conseil, il s'initie à la vie politique. En 1917, il est chef de cabinet de Clemenceau et par délégation officieuse règne en maître sur la politique intérieure. Dans l'arrondissement de l'Espar-Médoc, en Gironde, il est élu député en 1919 et également maire de Soulac-sur-Mer. Isolé politiquement, à la Chambre des députés, il fait partie des non-inscrits ou du groupe des indépendants. Mandel accède enfin au gouvernement après plusieurs tentatives en 1934 comme ministre de la Poste du cabinet Flandin. Il améliore le rendement de cette administration, s'inquiète avant tout des besoins des usagers, installe rue de Grenelle le premier studio de télévision et développe les émissions de radio. Le Front populaire l'oblige à quitter son ministère. De nouveau ministre dans le troisième cabinet d'Aladier, il est chargé des colonies. À ce poste, il développe l'équipement de l'Indochine et favorise l'armée coloniale de conscription. Au moment de l'invasion allemande, Paul Renault le nomme ministre de l'Intérieur afin de frapper les esprits. Mandel lutte contre les mouvements favorables au nazisme. Partisan de la résistance à outrance, il est arrêté par le gouvernement Pétain avant d'être libéré avec les excuses de maréchal et de s'embarquer sur le Massilia. Fait prisonnier à Casablanca, où il tente de former un gouvernement pour l'Empire, il est ramené en zone libre pour être jugé au procès de Riom. En octobre 1941, le maréchal Pétain décide de l'interner dans une enceinte fortifiée. Il restera prisonnier au fort du Portalet dans les Pyrénées-Atlantiques jusqu'à novembre 1942. Dès l'occupation de la zone libre, les nazis mettent la main sur lui et le déportent en Allemagne. D'abord au camp d'Oranienburg-Sachsenhausen, puis à Buchenwald avec Léon Blum, il est devenu un otage politique. En représailles à l'attentat contre le milicien Philippe Henriot, abattu par des résistants le 28 juin 1944, Mandel est transféré à la prison de la Santé à Paris et puis livré à la milice qui l'assassine en forêt de Fontainebleau le 7 juillet 1944, quelques semaines avant la libération de la France. Fin de citation. J'ai contacté donc l'archiviste Pascal Damien-Dormien qui m'a répondu que les fonds Mandel aux archives nationales représentent environ 8 mètres linéaires pour 79 boîtes. Comment trouver une trace d'un tableau là-dedans? Je me suis rendue à Pierrefitte et j'ai consulté les papiers privés, des photos et de la documentation concernant la gestion de son domicile. On y trouve des photos officielles de Mandel en tant que ministre, ou, comme celle-ci, le montrant devant son domicile, que vous voyez à droite, 67 avenue Victor Hugo à Paris. Entre les cahiers d'école, de la correspondance avec sa femme Henriette, des articles de presse, des tickets de train, aucune trace de la collection d'art de Mandel. Dans une autre boîte, des factures d'hôtel et des invitations au vernissage à la galerie Bernheim et à la galerie Carmine. Pas de trace du portrait de femme assise de Thomas Couture. Donc ça aussi, évidemment, c'est une chose qu'il faut faire tout de suite. Il faut essayer de comprendre quelle était la famille, quelle est la situation des ayants droit. Donc cet arbre généalogique se trouve également dans le répertoire, le document que j'ai déjà cité aux archives nationales. Et vous voyez donc que Mandel a eu une fille unique, Claude, et que Claude a été marié 2 fois et issu d'un premier mariage est née donc Maria Mercedes Estrada Rothschild, sa fille, donc la petite fille de Georges Mandel. Ensuite, d'autres sources, bien sûr, la biographie de Mandel, enfin, je dirais plutôt la plus sérieuse, je pense qu'on trouve, écrite par Bertrand Favreau. Alors Favreau aussi mentionne cette information que je vous ai déjà donnée, qu'effectivement il y avait 14 tableaux qui ont été emportés suite à la demande de l'ambassadeur allemand Otto Abetz, mais il ne donne pas de source. Donc, et ensuite une petite trouvaille toujours à Pierrefitte, dans le fond, donc là on quitte le fonds Mandel, et ça c'était dans le fond de la police générale. J'ai trouvé une trace importante, une lettre en allemand du 29 septembre 1940 prouvant que l'appartement de Mandel fut occupé par une unité militaire allemande
le Einheit Panzerjägerabteilung 611 en septembre 1940. Donc le rapport indique que ces documents furent donnés, que des documents furent donnés à des supérieurs militaires. Donc vous voyez la date, septembre 1940, et donc c'est une notice interne entre les différentes services de l'occupation allemande. Et donc là, il n'est pas question d'œuvres d'art, il s'agit plutôt d'une spoliation de documents, d'archives, bien évidemment, parce que ce qui était le plus important, c'était le politicien Mandel, hein, donc qu'il fallait arrêter, et surtout il fallait donc prendre tous ces documents, toutes ces affaires. Et ensuite, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, donc une autre version de l'inventaire de l'appartement de Mandel, que j'ai déjà mentionné, puisque les avocats avaient déjà fourni ce document, mais il y a plusieurs versions de l'inventaire qui existent. Et ici, sur microfilm, dans le fond AJ38, voilà, ça ressemble à ça, si on prend une photo d'un microfilm. Mais vous pouvez voir, si vous regardez bien, tout en haut de la page 11, je crois, c'est marqué « Portrait de femme à l'huile, buste, signé, couture ». Voilà. Ensuite, troisième archive. C'était plutôt par hasard que je suis tombée sur cette photo, qui est publiée dans le livre de Cécile Desprairies, Ville Lumière, Année Noire. Et sur la photo, nous voyons des membres du parti d'extrême droite française, RNP, qui forcent la porte de l'appartement de Georges Mandel. Et la photo dans le livre est datée au 8 avril 1941. Alors, j'ai contacté l'auteur, qui en plus est une voisine, enfin ça c'était plutôt drôle, mais elle savait rien, elle a dit elle ne s'est pas occupée de l'iconographie, et du coup, voilà, j'ai commencé à gratter, et j'ai trouvé donc dans nos copyrights, c'était les archives Roger Violet, et qui détenaient le droit de l'image, enfin ce que je pensais. Donc j'ai contacté les archives Roger Violet à Paris, et on m'a dit qu'en fait ils n'avaient plus le copyright de cette image, mais qu'ils en avaient d'autres. Et effectivement, si vous allez sur le site, donc là ici je vous donne un peu des mauvaises photos parce que c'était des photos de travail que j'ai prises avec mon portable sur place, mais ces deux photos suivantes que je vais vous montrer se trouvent numérisées sur le site des archives Roger Violet. Donc qu'est-ce que nous voyons, on voit donc un homme qui fouille dans les affaires Mandel, et quand on regarde vraiment de près, on n'a pas l'impression que c'est une situation qui est arrivée comme ça par hasard. On a vraiment l'impression que déjà la première photo, c'était mise en scène. Donc moi je pense, mais bon ça c'est ma lecture des choses, que ce sont des photos de propagande. Et peut-être même, puisqu'en fait la première photo aujourd'hui appartient à Ulstein. Donc moi je me demande si ce n'est pas une sorte de commande, une sorte de vraiment acte collaboratrice si vous voulez, entre les Allemands et donc ce groupe d'extrême droite RNP. Et pourquoi? Parce que alors, sur cette photo, vous voyez donc un tableau, un portrait de Mandel qui tombe du mur littéralement sur un tas d'habits, et vous voyez surtout l'homme qui tient donc le col, un col blanc et comment on dit Céline en français? Un chapeau rond? Un melon, voilà. Voilà, et qui tient un melon. Donc c'était un peu les deux. C'était typique pour Mandel. Il était toujours très très bien, très élégant, et toujours avec le col blanc et le melon. Donc c'est quand même pas par hasard que l'homme tient ces deux objets. Et une autre photo où nous voyons donc que l'affiche du parti a été déjà accrochée sur un meuble. Et à nouveau, vous voyez donc pas très bien sur cette photo-là, mais si vous regardez la bonne version numérisée, l'école par terre, donc extrêmement humiliant par rapport à Mandel. Mais nous voyons aussi qu'il reste quelques meubles et quelques tableaux. Alors, Favreau, l'auteur de la biographie, il confirme ces images. Il mentionne dans sa biographie que l'appartement est devenu le siège du parti RNP en avril 1942. Alors ça ne colle pas très bien avec la date que Desprairies a donnée par rapport à la photo.
Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'ils ont commencé à rentrer dans l'appartement en 1941? Est-ce que c'est devenu le siège après? Ça reste à élucider. Et alors, donc j'ai contacté l'archiviste chez Roger Violet et qui m'a dit de venir chez eux puisque toutes les photos ne sont pas numérisées. Et donc je me suis donc rendue aux archives et effectivement c'est une archive que je vous recommande parce qu'on trouve plein de traces, plein de documentation, des photos. Donc là vous voyez des boîtes qui concernent la période de l'occupation et aussi une boîte qui concerne donc des artistes, des personnalités connues, politiques et autres. Et là-dedans, j'étais très contente de trouver cette photo, donc qui n'était pas encore numérisée à l'époque. Pourquoi? Parce que c'est peut-être la seule photo connue de Georges Mandel assis derrière son bureau privé, avenue Victor Hugo. Donc on voit l'intérieur de la pièce, on voit les tableaux au mur, enfin difficilement. Et en comparant avec la liste de l'inventaire, j'ai conclu qu'il doit s'agir ici du salon d'attente bureau. Parce qu'on peut identifier en haut à droite le portrait de Clémenceau et bien sûr devant, et tout l'immobilier, pardon, ce sont des fauteuils style Louis XVI. Alors, ce qui m'a beaucoup intrigué, c'était le tableau que vous voyez quasiment pas, tout en haut à droite. Parce que quand on zoome sur ce tableau, ici, on trouve un portrait de femme. Mais, comme vous voyez, il ne s'agit pas du tableau que nous cherchons. Mais c'est également, même si ce n'est pas le tableau que nous avons cherché, c'était quand même une trace, je pense, très importante, puisqu'après, ce qui pourrait permettre en fait à identifier d'autres œuvres potentiellement spoliées, perdues, puisque d'après l'inventaire, il pourrait s'agir d'un autre tableau, portrait de femme espagnole en buste signé, qui, d'après la liste, se trouvait également dans le salon d'attente, à côté du portrait de Clémenceau. Donc ça, c'est peut-être une piste à suivre par rapport au reste de la collection. Ensuite, 4e étape, archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères à la Courneuve. Pourquoi? Parce que ce sont les archives diplomatiques. Alors, j'explique un petit peu vraiment pour les étudiants qui ne sont pas encore dans le sujet. C'est là où on trouve toute la documentation Rose-Valland, les papiers Rose-Valland, les documents des services français qui étaient chargés de la récupération des biens spoliés après la guerre. Et alors, pourquoi je vous montre cette photo? Parce que bon, le personnage évidemment clé, c'est Rose-Valland. Donc vous voyez son portrait en haut à droite. D'ailleurs, vous connaissez tous peut-être aussi le hall en bas qui porte son nom. Et sur la photo à gauche, qui vient de Roger Violet. Hein, ça, c'est juste, je vous ai juste mis la comparaison, enfin les deux ensemble. Vous voyez au milieu une dame au premier rang assise avec une sorte de turban. C'est Béatrice Bréty. À côté de la fille de Georges Mandel, Claude Mandel, lors d'une cérémonie à la mémoire de Mandel, juste après la guerre. Alors, je vous montre ces deux femmes parce que c'est grâce à ces deux femmes qu'on a pu trouver en fait l'origine de l'œuvre en question, puisque ces deux femmes se sont échangées pendant plusieurs années. Ce qui témoigne des notes, notamment de Rose-Valland, qui parlent et aussi surtout des courriers que Béatrice Bréty a adressés donc, à la CAA et au BIP, au Office des biens et intérêts privés. Dans le fond 209 sup, vous avez donc ici un dossier. Alors c'est aussi, voilà, c'est ça que j'ai pas suffisamment souligné. Si vous faites une enquête, c'est là-bas où se trouvent les dossiers des familles qui ont demandé restitution après la guerre. Donc, si vous avez le nom d'une famille, il faut évidemment, généralement, commencer par là. Et ici, donc, nous avons le dossier 209 sub 38, succession Georges Mandel. Alors, qu'est-ce qui comprend ce dossier? Il y a 4 sous-dossiers.
On apprend, donc il y a beaucoup de correspondance entre Bretty et les instances françaises. Il y a des informations concernant des restitutions des tableaux qui ont été effectuées après la guerre, donc des tableaux que Bretty a pu recevoir. Alors, parfois des petits détails qui paraissent anodins, mais qui sont quand même très intéressants et importants. Par exemple, elle parle du fait qu'on lui a restitué un cadre sans tableau et un tableau sans cadre. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça prouve ce que j'ai dit au début, qu'en fait, il y a eu évidemment un trafic énorme de cadres. Et on a trouvé dans complètement d'autres sources à Moscou, où j'avais trouvé des factures, des achats d'œuvres d'art pour le musée Linz, qui avaient des marchands qui étaient spécialisés uniquement dans le trafic de cadres. Donc vous avez des factures où vraiment le régime nazi a acheté des tonnes de cadres. Donc apparemment, il y a eu... Ça a beaucoup bougé, et donc attention, si vous enquêtez sur les étiquettes ou à la base des étiquettes sur les cadres. Donc toutes ces informations-là, et surtout... Ah oui, elle dit aussi, alors parfois c'était difficile de reconnaître les œuvres, puisque souvent les Allemands, ils avaient marqué GM pour Georges Mandel, mais parfois il y avait confusion avec la collection Maurice de Rothschild. Comme je vous ai dit, Mandel est né Rothschild, mais sauf qu'il n'a rien à voir avec la famille Rothschild. Mais bon, apparemment, au moment des spoliations, tout ça c'est un petit peu mélangé. Alors, j'essaie d'avancer vite. On arrive au document clé, oui, parce que je vois que c'est déjà bien avancé. La grande découverte, cette feuille de notes de Rose Valland, qui a rencontré Béatrice Bretty le 21 mai 1954. Elle lui a montré un tableau que Bretty ne reconnaît pas comme un tableau de Mandel. Donc ce que vous voyez en haut, visite Béatrice Bretty, à qui le tableau fut présenté, elle ne l'a pas reconnu comme étant celui de Georges Mandel. Mais ce qui nous intéresse, c'est en bas de la petite notice où Rose Valland note « Madame Bretty cherche encore les tableaux suivants, 2 Canaletto, vue de Venise, 1 Courbet, château d'Ornans, 1 Dias, cadre rendu, et 1 Thomas Couture, portrait de femme, entre parenthèses, trou au milieu de la poitrine, réparation apparente, et 2 Boucher, portrait de femme aux fleurs, dans les cheveux 30 à 40 cm. Alors, quand j'ai trouvé ça, évidemment, mon premier regard, c'était à nouveau le constat d'état. Qu'est-ce qu'avaient noté les conservateurs restaurateurs qui ont examiné le tableau? Et vous voyez effectivement, à l'auteur du sein droit de la femme, il y a une petite inscription. En fait, c'est le numéro 7. Et numéro 7, ça veut dire Fehlstelle, Missing Area. Alors, on a gratté. J'ai demandé à la responsable à Berlin de recontacter les restaurateurs pour vraiment comprendre ce que ça veut dire. Et grande déception. Parce qu'on m'a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un trou, mais que c'était juste un petit peu la peinture qui était abîmée. Et voilà. Donc là, on était 2017. J'étais évidemment bien déçue parce que j'avais pensé à retrouver l'élément clé. Et il fallait que j'écrive dans ma conclusion qu'il ne peut pas s'agir donc du tableau de Georges Mandel, puisqu'il n'y avait pas de trou. Sauf à la fin de l'été, rebelote. On m'a contacté, les restaurateurs ont à nouveau examiné le tableau, cette fois-ci avec la lumière spécifique qu'il faut, etc. Et ils ont trouvé qu'effectivement, cette erreur dans la peinture fut bien un trou qui a été, donc on le voit à peine, réparé avec un petit peu de colle. Donc l'erreur dans la toile a bien été réparée sur le recto du tableau avec un fixatif. Il s'agit en effet d'un minuscule trou d'environ 2 à 3 mm. En agrandissant, on s'aperçoit que la toile fut abîmée par le trou ou par une micro-coupure qui a été collée par la suite. Donc, j'ai réécrit la conclusion de mon rapport. Et en septembre 2017, j'ai rendu ce rapport. Et suite à ce rapport, donc, il fut transmis à la ministre de la Culture allemande. Et donc, oui, excusez-moi, là vous voyez encore l'emplacement donc, du trou sur le tableau.
Et le 24 octobre 2017, la presse, donc le D7K a annoncé à la presse que le portrait de femme assise de Thomas Couture a pu être identifié comme une œuvre spoliée à Georges Mandel par les nazis. Spoliée par les nazis, pardon. La ministre allemande a par la suite recommandé que l'œuvre soit restituée aux ayants droit de Georges Mandel. Alors, bon, comme vous pouvez imaginer, tout ça, ça fait le tour du monde. Tous les médias ont raconté leur version, les différentes versions de l'histoire. Parfois, on ne reconnaît même plus sa propre recherche, mais c'est comme ça. J'étais contente du résultat, mais je n'ai néanmoins pas apprécié la façon comment la recherche complète a été transmise, ou plutôt pas transmise. Alors, d'abord, je souhaite ici mentionner 2 collègues françaises, Elsa Vernier-Lopin de la CVS et la chercheuse freelance Emmanuelle Pollack, puisqu'on m'a appris qu'elles avaient déjà trouvé le document mentionnant le trou en 2015 et transmis l'information au groupe de recherche Gurlitt. Moi-même, j'ignorais cela. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être c'était un problème de traduction ou un rapport qui n'est pas passé, je ne sais pas. Mais il faut peut-être aussi se mettre à la place des coordinateurs à Berlin qui recevaient des centaines de documents par œuvre. Et donc, je tiens ici à souligner l'importance vraiment de revenir sur chaque source, de contextualiser l'ensemble et d'écrire bien évidemment des rapports complets et sourcés pour chaque tableau. Et je souhaite conclure avec une dernière étape. Quelques dernières sources d'archives, car nous ne savons toujours pas comment le tableau en question a pu rentrer dans la collection de Hildebrand Gurlitt. Dans les papiers Gurlitt que j'ai mentionnés au début de la conférence, se trouvent entre autres 2 listes d'œuvres que l'équipe de recherche a appelées les listes Gérard, en référence au marchand d'art français Raphaël Gérard. Raphaël Gérard était installé à Paris comme marchand d'art depuis 1911. Il était spécialisé en vente de tableaux du XIXe siècle. Sa galerie se trouvait au numéro 4 avenue de Messine, son domicile privé au numéro 4 rue de Chalgrin dans le 16e arrondissement. Un tableau portrait de femme brune figure sur la première liste de 1944 qui indique les tableaux se trouvant chez Raphaël Gérard. Donc si vous regardez la liste à gauche, en français, le numéro 5, si je ne me trompe pas, portrait de femme brune. Donc ça, on le sait, ce sont donc des listes qui rebootent des tableaux qui restaient chez Gérard. Et sur la liste à droite, donc cette fois-ci écrit en allemand, un tableau portrait de, un Frauenportrait de couture, Eul, est indiqué sur la deuxième liste de 1953. Cette liste est écrite par la main de Hélène Gurlitt, la femme du marchand. Derrière la notice en allemand se trouve le mot Ankauf, vous voyez en haut à droite, donc c'est le numéro 6, Frauenportrait, et à droite vous voyez le mot Ankauf, achat. Il est donc fort probable que le portrait femme assise de couture n'avait pas quitté Paris pendant l'occupation. Il est fort probable qu'il est resté jusqu'en 1953 chez le marchand parisien Raphaël Gérard et que les Gurlitt l'ont emmené en Allemagne seulement après l'avoir acheté à Gérard à ce moment-là. Ça, c'est la grande question. On ne sait pas, en fait, est-ce que c'était un stock de tableaux que Gurlitt avait acquis pendant l'occupation et avait laissé chez Gérard, ou est-ce que c'était un échange et finalement un achat tardif de 1953. Les chercheurs du groupe ont montré que Gurlitt était donc d'une manière très régulière à Paris entre 1941 et 1944 afin d'acquérir des œuvres d'art principalement pour des musées allemands et pour le projet Linz. Il avait un grand réseau de marchands d'art et commissaires-priseurs français avec lesquels il s'échangeait. On a trouvé de nombreux certificats d'authenticité d'œuvres signés par l'expert André Schoeller, toujours dans le fonds Gurlitt, bien sûr, et il a été en contact étroit avec le marchand Raphaël Gérard pendant la guerre et par la suite jusqu'à sa mort, ce que prouve la correspondance régulière qu'on trouve donc dans les archives Gurlitt. Ensuite, dernière étape, attendez, là voilà, ça c'est un petit document qui a été montré donc, lors de l'exposition Gurlitt à Berlin notamment, le petit carnet d'adresses de Hildebrand Gurlitt, et vous voyez sur cette page tout en haut
tout en haut à gauche, donc le nom de Raphaël Gérard et son adresse. Et dernière étape encore des archives, les archives de Paris. Des recherches aux archives de Paris où je me suis rendue ont pu révéler que Gérard était un marchand d'art étroitement lié aux autorités allemandes pendant la période de l'occupation. Le comité de confiscation a enquêté sur lui juste après la guerre. Et on trouve donc un gros dossier d'enquête concernant, à l'époque ça a été appelé les profits illicites. Donc c'était en fait une enquête financière pour savoir sur les Français qui sont enrichis pendant l'occupation. Et donc le motif clair de cette enquête, c'était, je cite, « vente des tableaux aux Allemands ». Et après, vous trouvez justement ce document dans ce dossier qui est assez parlant. En fait, Raphaël Gérard possédait une autorisation spécialement, donc il faut bien se remettre dans le contexte, 1941, pendant l'occupation, une autorisation de circuler à Paris en moto avec remorque pour le transport de tableaux. Et donc cette autorisation lui a été fournie par l'ambassade. Je ne sais pas si on voit bien, tout en haut à droite, vous voyez donc Deutsche Botschaft, et le document est signé par Heinz Bremer, qui était le directeur de l'Institut allemand. Donc c'était un institut de recherche, mais souvent c'était la couverture en fait pour aussi le trafic avec les œuvres spoliées. Et avant-dernière image, un autre document, un bulletin de renseignement qui indique clairement son activité, donc l'activité de Raphaël Gérard avec des biens spoliés. Je cite, « Raphaël Gérard a fait de nombreuses transactions avec les autorités allemandes et leur a racheté du mobilier moderne provenant du pillage dans les appartements juifs. » Fin de citation. Donc, la conclusion, tous ces aspects mentionnés, toutes ces traces réunies, le changement du cadre d'origine de l'œuvre, le réseau étroit entre le marchand d'art Raphaël Gérard et les autorités allemandes d'occupation et le marchand Gurlitt, la preuve que l'ambassade avait commencé dès l'été 1940 les spoliations dans les appartements appartenant à des juifs, le télégramme de Kunstberg, la preuve que l'appartement de Georges Mandel fut pillé dès août 1940 et par la suite, probablement à plusieurs reprises, l'installation de l'unité militaire allemande en septembre 1940 et le parti d'extrême droite française, RNP, qui s'y installe probablement dès avril 1941, tous ces éléments réunis confortent la thèse que le portrait de femme assise de Thomas Couture appartenait à Georges Mandel. L'indice essentiel reste le trou dans la poitrine et sa réparation qui correspond à la notice de Rose Valland. Le 8 janvier 2018, il y a 3 semaines, la ministre allemande de la Culture, Monika Grütters, a restitué le tableau Portrait de femme assise de Thomas Couture à la petite fille de Georges Mandel et au dernier mari de sa fille. C'est le 6e tableau de la collection Gurlitt qui a pu être identifié comme une œuvre spoliée pendant le nazisme. Je vous remercie. Oui, des questions? Non? Tu veux prendre la parole? Est-ce que vous avez des questions? Oui, attendez, il y aura le micro. Oui, merci pour ce magnifique exposé que vous avez fait sur cette histoire néanmoins magnifique aussi, pour vos recherches en tous les cas. Moi, je voulais juste intervenir parce que ça m'intéressait beaucoup, parce que je fais des recherches et je mets en ligne le catalogue raisonné de Degas sur les pastels et les huiles. Et évidemment, dans l'introduction de ce catalogue raisonné en ligne, je dis toute l'importance que j'accorde à cette période de l'histoire de 33-45. Je m'en suis ouvert à Didier Schulman qui était ici présent.
Et je trouve que, je me demande si on ne pourrait pas, je veux dire par là que les passerelles entre le monde de la recherche que vous représentez et les chercheurs que nous sommes, les cataloguistes, me paraissent essentielles à établir. Et je pense que nous sommes un rouage essentiel dans ce travail, comme vous l'êtes aussi. Et donc je voudrais dire qu'ici, pour l'instant, je ne pense pas que beaucoup de catalogues raisonnés se soient vraiment penchés sur cette question, cette histoire de la peinture. Oui, mais moi, ça me paraît évident qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Et je pense qu'évidemment, maintenant, la sensibilité, elle est là, à l'échelle mondiale, que les gens ils font extrêmement attention à l'origine des œuvres, la provenance, et notamment pendant la période entre 33 et 45. Enfin, parce que ça concerne toute la période, hein, mais si c'était une vente forcée dans les années 30, ça met également en question, bien sûr, la provenance. Oui, moi je peux que vous dire, il faut qu'on échange. Après, vous avez vu pour cette toute petite histoire d'un seul tableau, les sources, c'est un jungle, c'est énorme, c'est parfois très difficile d'avancer. Je vous ai dit, ici c'était presque simple parce qu'on avait une famille, mais je peux vous dire, sur les 39 autres œuvres sur lesquelles j'ai essayé d'enquêter, parfois il vous reste juste à décrire l'œuvre parce que vous ne savez même pas qui est l'auteur de l'œuvre. Donc c'est vraiment très très difficile. Donc oui, évidemment, idéalement, il faut échanger. Je dis ça parce que tout à l'heure, madame a insisté sur la formation. Je dis ça tout à l'heure parce que madame a insisté, qui représente cette noble maison, Yann Achat, a insisté sur la formation des conservateurs. Et moi, je pense que dans ce domaine-là, il n'y a pas que les conservateurs qui existent. Et je pense que les cataloguistes, les chercheurs purs et durs que nous sommes, devraient être aussi concernés et intégrés peut-être dans les équipes de recherche. Bon, je pense que déjà, c'est très bien que vous soyez tous là. Ça montre effectivement il y a l'intérêt et que effectivement, bon, on voulait ouvrir ce séminaire. J'espère quand même que les étudiants qui sont inscrits de l'INP, ils ont quand même pu assister tous à cette séance et on va essayer vraiment de réfléchir rapidement, de trouver un autre lieu pour la suite. Oui, il faut qu'on échange tous. Après, je peux vous dire, nous ne sommes pas des équipes de recherche fermées. Au contraire, on essaie déjà d'exister, de trouver les fonds publics ou autres pour monter des projets de recherche parce que c'est extrêmement coûteux, comme vous avez vu aussi. Il faut embaucher des gens, il faut essayer aussi de garder une équipe peut-être pendant plusieurs années pour que ça fonctionne. La plupart des chercheurs de provenance ont des contrats très courts, très limités dans le temps. Donc tout ça, c'est problématique, mais on est là, on est ouvert, on essaie de communiquer tous ensemble. Il y avait une question, là ? Oui, j'ai le micro. Ah, oui. Bonsoir. Merci beaucoup, Inès, pour pour cette très belle présentation de ton travail, du travail de l'équipe de Gurlitt. Moi, je n'ai pas une question, j'ai 2 remarques à rajouter, parce que la phase entre la saisie de collections d'art, donc notamment pour cet exemple de la collection de Georges Mandel, et avant l'installation du Einsatzstab-Reichsleiter Rosenberg, elle est difficile à poursuivre. Et ce qu'on a pas très bien pu exploiter pendant nos recherches sur Gurlitt, ce sont les correspondances qui ont été envoyées soit par Otto Abetz lui-même ou bien Karl Epting, qui était le directeur du Deutsches Institut ici à Paris, aux différents musées en proposant, écoutez, ici il y a des belles œuvres d'art et on trouve cette trace de correspondance dans divers musées en Allemagne. Et je souhaitais rapprocher monsieur en disant que avec certains acteurs dans la provenance, dans la recherche de la provenance d'œuvres d'art, en Allemagne, il y a une sorte de groupe jumelle qui s'est récemment formé, notamment pour les catalogues raisonnés. Et puis, il y a donc tout un groupe sous l'égide de Anja Heuss, Ute Haug et... Comment elle s'appelle, l'autre collègue à Hambourg. Donc elles ont formé ce groupe pour travailler donc à partir des catalogues raisonnés et le réseau des chercheurs de provenance. Merci. En ce qui concerne l'état du tableau, l'état matériel, lorsque vous avez demandé... le trou a été spécifié. Pourquoi n'est-il pas possible d'avoir un état avant
toute recherche. C'est-à-dire que vous avez le tableau et l'équipe demande un état par les restaurateurs afin d'accélérer les recherches, d'aider à la rapidité c'est ça qu'il aurait fallu. Au début, avoir un constat, de même que les sources, les choses, de l'œuvre, si bien que vous auriez vu qu'il y avait eu un point, un trou restauré. Ben, on l'avait. Moi, c'était la première chose qu'on avait. C'était justement les constats. Ils étaient faits tout au début de la trouvaille de la collection. Et alors, parce que, comme je vous dis, moi quand j'ai rejoint l'équipe, finalement, ça faisait partie des centaines de documents qu'on a reçus. Donc, aussi physiquement, on n'était pas réunis. Je vous ai dit, donc les chercheurs, on avait des collègues en Israël, des collègues à Berlin. Donc, on communiquait par mail. Et bien sûr, il y avait d'autres erreurs sur le tableau qu'on peut voir sur le constat, mais à partir du moment où si j'avais pas eu cette indication trou au niveau de la poitrine, j'aurais jamais regardé. Vous voyez ce que je veux dire? Par où commencer? Mais le constat, évidemment, il était là, oui, on l'avait dès le début. D'autres questions? Non? J'aurais plutôt une question d'ordre un peu plus général. Si vous avez une œuvre qui a été acquise en toute bonne foi et qui s'avère a posteriori qu'elle a été spoliée, qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai vu, il y a des avocats dans la salle. Parce que si la personne l'a acheté vraiment, si on détermine qu'elle a acheté de toute bonne foi, mais que finalement elle avait été en premier lieu spoliée. Non, c'est tout à fait juste votre question. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des principes de Washington, la conférence de Washington. Donc, c'est une conférence qui a fêté ses 20 ans, là. Donc, c'était en fait un engagement signé par la plupart des musées dans le monde occidental, je dirais, qui s'engagent en fait à mettre la transparence, mettre la lumière sur la provenance de leur collection. L'exemple la question que vous posez, qu'est-ce qui se passe si vous êtes quelqu'un de privé, je pense. Donc évidemment, un privé, il n'est pas du tout obligé de suivre les conseils de la conférence de Washington. Après, je pense qu'on vit à un moment de l'histoire où la conscience et les gens sont très sensibilisés à ces questions-là. Et après, c'est à chacun de trouver une solution. Alors souvent les collections privées, c'est des achats qui passent aussi par des achats par des maisons de vente. Et là, vous avez plein d'exemples où l'acquéreur il peut s'adresser en fait contre la maison de vente, dont l'importance de la recherche de provenance au sein de ces maisons. Quand vous regardez aujourd'hui Christie's, Sotheby's, ils ont tous des départements recherche de provenance. Ils font extrêmement attention de ne pas vendre, de ne pas proposer des œuvres avec un passé flou. Il y a une question encore là-bas. Là-bas et ici. Là-bas, là, je vois un bras tout au bout, là. À droite. Je suis juriste et j'étudie les questions de spoliation, donc j'ai la réponse à la question de mademoiselle en fait. Pour ce qui est de la France, on considère que toutes les acquisitions des biens qui ont été spoliés pendant la guerre ont été faites de mauvaise foi. En fait, on les présume de manière irréfragable, donc de manière qui ne peut pas être remise en cause, que les acquisitions ont été de mauvaise foi. Donc les personnes ne peuvent pas invoquer la bonne foi. C'est la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Merci beaucoup. Isabelle, ici. Merci. Une question d'archives. Tu nous as montré une liste d'acquisitions qui avaient été faites par Hildebrand Gurlitt chez Raphaël Gérard. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les archives? Qu'est-ce qu'on a trouvé comme archives d'Hildebrand Gurlitt? Et dans la mesure où on sait à peu près maintenant comment sont structurées des archives de marchands, est-ce qu'on trouve des photos, des livres de stock, de la correspondance, ou est-ce que c'est très épars? Oui. Non, on trouve tout ça. Et comme je vous ai dit, l'équipe a beaucoup travaillé, a avancé donc, sur l'inventaire de
de ces archives. Il y a des livres de stock déjà online visibles sur le site lostart.de. Donc vous regardez ce que je vous ai montré, Gurlitt Art Truth, et vous pouvez tout en bas, il y a les livres de stock. Et évidemment, souvent on est un peu déçu parce qu'il y a pas mal d'informations qui ont été noircies pour des raisons de droit. Il faut respecter la vie privée des gens, et donc quand il y avait des noms qu'on espérait trouver, ben ça c'est pas toujours visible, mais c'est numérisé. Les livres de stock sont numérisés, ils sont online. Ensuite, d'autres documents également. Alors, je ne sais pas très bien où ils en sont au niveau des photos, mais je sais que tout, peut-être Nathalie peut en dire plus. En tout cas, juste un dernier mot. Tous ces archives Gurlitt sont maintenant, à ma connaissance, accessibles au Bundesarchiv Koblenz et dans les différentes antennes. Donc, même si vous ne pouvez pas vous rendre à Koblenz, il y a des antennes du Bundesarchiv, donc où vous pouvez donc aujourd'hui consulter les documents. C'est ce que tu voulais dire ? Répète avec le micro. Oui, mais comme l'équipe Gurlitt, une petite partie existe toujours, moi je pense qu'il y a des questions ponctuelles. On peut s'adresser à Nadine Barman. Oui, Nadine Barman, c'est donc la dernière qui survit de cette équipe et qui doit gérer donc maintenant toute la gestion des résultats. On ne sait pas très bien quand ça sera publié. C'est très difficile aussi, comme vous pouvez imaginer, puisque la plupart des rapports, bon, c'est vraiment, je vous ai dit, hein, c'est le sixième tableau qui a pu être identifié dans les 700. Donc évidemment, tout ça, ça reste fragile. Et j'ai appris, alors justement ce matin, que le musée de Berne essaye de mettre en place qui a donc hérité, qui a accepté l'héritage Gurlitt, de mettre en place aussi un groupe de recherche pour continuer quand même l'enquête sur la provenance des œuvres. Donc je pense que c'est pas fini, même si ce groupe en question du D7K, leur travail a été plus ou moins abouti. Et donc Nadine Barman, c'est la dernière qui est encore là, je pense, toute cette année. Et donc vous pouvez la trouver, il me semble, sur le site du D7K et de toute façon il y a une adresse aussi, il y a des coordonnées, des emails sur le site Kunstfund Art Truth Gurlitt si vous avez des questions, et sinon voilà le Bundesarchiv. Oui, sur les archives, je voudrais préciser qu'elles comportent beaucoup de photographies, mais sont des photos qui ont été faites après-guerre, comportant les certificats d'authenticité pour la question attribution, pas provenance, faites par des experts parisiens, notamment Schoeller ou même Gérard. Donc ça concerne surtout les œuvres qui ont été retrouvées dans le fonds Gurlitt à Munich, justement. Il y a aussi les archives de la galerie, donc de l'activité de marchand de Gurlitt, mais aussi toutes les archives familiales. Et on trouve par exemple les correspondances avec l'école privée du Petit, etc. Oui. Je crois qu'il ne faut pas se fier aux expertises des experts de l'époque. Ça, c'est autre chose. Ah, ça, c'est une autre question. Oui. Si on fait une photographie avec un syndicat d'expertise, c'est évident qu'il faut être critique pour tout document. Oui, d'ailleurs, parlant, parce que justement, Isabelle, tu as demandé les livres de stock. Là, on s'est aperçu aussi tout au long de la recherche que ce n'était pas fiable. Donc, même si on trouve ces informations, il y a beaucoup d'informations marquées, souvent par la main de Hélène, donc la femme de Hildebrandt. Il faut vraiment se méfier avec toutes ces sources. Juste pour vous donner un exemple qui a été aussi exposé à Berlin et à Bonn, il faut faire très attention aussi avec les personnes qui étaient actives sur le marché de l'art. Par exemple, je pense à un certain marchand d'origine juive, Lenthal, qui fut inquiété par les Alliés juste après la guerre, parce qu'on a trouvé des factures comme quoi il avait vendu des centaines et centaines d'œuvres. Et en fait, justement, ce Lenthal, il écrit à Gurlitt après la guerre. Il a été déporté, il a survécu. Et il écrit est-ce que tu peux me confirmer que c'était pas moi, que j'étais juste prêtre? Non. J'étais obligé, pour survivre, de donner mon nom et pour cacher les vrais propriétaires, les vrais vendeurs. Donc, avec toutes sortes de sources, il faut faire très attention. Et s'il n'y a pas plus de questions, on peut continuer la discussion, parce que je pense qu'on va nous servir un pot juste à la sortie.
de la salle. Merci beaucoup.